Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Quels sont les grands enjeux des apprentissages pour les enfants du XXIe siècle ? J'ai eu l'honneur d'interviewer Grégoire Borst, directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. C'est un très grand spécialiste du cerveau et il participe activement pour que les jeunes apprennent non seulement des stratégies efficaces d'apprentissage, et surtout pour qu'ils comprennent comment fonctionne leur cerveau. Cet épisode était passionnant car nous avons évoqué l'importance des évolutions qu'ont apportées les neurosciences, le très lent changement du système scolaire pour s'adapter à ces avancées scientifiques, et surtout les éléments clés à transmettre aux enfants pour devenir maîtres de leurs apprentissages. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Grégoire. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université de Paris. Vous êtes un grand nom de l'étude du cerveau des enfants et des ados. Et avec tout cela, je vous cite, vous cherchez à changer l'école pour qu'elle permette à tout le monde de réussir et d'être heureux. Pourquoi ? Oui, parce que je pense que c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire que la promesse républicaine, c'est précisément d'avoir une école qui contribue à tout à chacun de réussir, notamment dans la vie, une fois qu'on est sorti de l'école. Et c'est toute la difficulté justement de nos systèmes éducatifs, c'est que c'est finalement un exercice prospectif. C'est toujours de se dire comment on arme chacun de ses cerveaux, de tous les élèves, pour pouvoir ensuite s'épanouir dans leur vie de jeunes adultes et puis d'adultes un peu plus âgés. Alors, dans le domaine de l'éducation, les enseignements tirés des neurosciences ont fait l'objet récemment de plusieurs critiques ou se sont retrouvés sous les feux du projecteur dans les débats médiatiques notamment qui opposaient cet été la psychologie positive aux défenseurs du time-out. Pourquoi est-ce qu'on a autant entendu parler des neurosciences ? Parce que c'est quand même une révolution, cette effectivement maintenant opportunité technologique de regarder finalement dans notre boîte crânienne et de regarder ce qui nous permet finalement cet organe biologique qui sous-tend notre pensée. Donc ça, c'est une révolution, je dirais, qui est du même ordre. L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, c'est une révolution qui est du même ordre que celle du microscope. Je pense qu'on n'en a pas forcément complètement conscience, mais c'est un changement majeur finalement pour la compréhension de nos mécanismes psychologiques. Après, ensuite, je dirais qu'il y a des réserves à avoir. C'est-à-dire que c'est une technique qui est relativement nouvelle. Les neurosciences cognitives intégratives, c'est-à-dire les neurosciences de haut niveau qui essayent de finalement faire le lien entre l'activité cérébrale et justement ces processus de pensée. Finalement, c'est relativement nouveau. On va dire que c'est 30 à 40 ans finalement de décalage ou en tout cas de mise en perspective de ces résultats. Donc il y a, je dirais, des critiques légitimes. Et puis la dernière question, c'est effectivement, est-ce qu'on peut simplement regarder comment un cerveau s'active et savoir quel type de pédagogie mettre en place dans une classe ? Et c'est évidemment pas le cas. Je veux dire, il ne faut pas caricaturer ce qu'on peut faire à l'aide de ces nouvelles sciences du cerveau. On peut effectivement avoir des clés de compréhension finalement d'un certain nombre de phénomènes qu'on avait déjà étudiés avec d'autres prismes. Par exemple, les inégalités éducatives. On sait aujourd'hui que le milieu social d'origine va avoir un effet très tôt sur le développement cérébral. Et c'est ce qui explique effectivement l'apparition très tôt d'inégalités dans le domaine de l'acquisition des outils culturels. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue fondamental, mais aussi pour faire prendre conscience à la communauté pédagogique du poids de ces inégalités sociales sur les apprentissages des enfants. Et puis, par contre, il y a des choses que ça ne permet pas de faire, c'est-à-dire de déterminer quelle est la meilleure pédagogie à utiliser dans une classe. Et pourquoi vous avez décidé de travailler avec les neurosciences ? Finalement, parce que les neurosciences, c'est le prolongement naturel de la psychologie
scientifique. C'est-à-dire que moi j'ai fait des études d'abord de psychologie, puis je me suis dit, mais en fait, je suis pas un dualiste. Je considère que tout processus psychologique est sous-tendu par une activité cérébrale. Donc je me suis dit, finalement, il va falloir aussi que je m'intéresse au cerveau. Donc j'ai fait des études de neurobiologie en même temps que mes études de psychologie. Puis après, je me suis dit, mais en fait, il faut intégrer les deux perspectives. Donc j'ai fait des études en sciences cognitives. Et puis, il m'a paru assez évident qu'il allait falloir finalement intégrer dans notre compréhension des mécanismes de l'apprentissage et du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent, ce que finalement ce cerveau faisait peser et offrait comme opportunité justement pour le développement de ces processus. Donc c'est pour ça que je suis venu à m'intéresser à cela, et puis plus on s'y intéresse, plus on comprend aussi finalement des dimensions qui sont importantes, je dirais, de la compréhension de nos systèmes éducatifs et du développement de ces compétences absolument folles que nous avons développées en tant qu'espèce. On a aussi, effectivement, dans notre boîte crânienne, ce cerveau fait de 86 milliards de neurones connectés entre eux par 1 million de milliards de connexions, et c'est bien parce que ce système est aussi complexe qu'on a pu développer une intelligence, même si vous mettez ce que vous voulez derrière le terme intelligence, aussi complexe. Après toutes ces recherches, quels sont, selon vous, les plus grands enjeux du XXIe siècle autour de l'apprendre et des enfants ? Je crois que le grand enjeu du XXIe siècle, c'est de redéfinir collectivement qu'est-ce qu'on attend de l'éducation. Et je crois que ça, c'est un premier enjeu. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a, je dirais, 2 grands blocs de conception des finalités de l'éducation. L'un qui réfléchit plutôt en termes de capital humain, c'est-à-dire on développe des compétences qui vont nous permettre des agents économiques qui vont produire de la richesse pour les pays. Ça, c'est plutôt la vision OCDE, on va dire. Et puis, on a une conception qui est plus humaniste, finalement, de l'éducation, qui est la conception plutôt portée par l'UNESCO, qui est l'idée que, finalement, l'éducation a comme vocation l'épanouissement humain dans toutes les sphères qui sont la nôtre, que ce soit notre sphère personnelle, notre sphère professionnelle, notre sphère sociale. Et je crois que c'est effectivement, quand on prend ces 2 grandes visions de l'éducation, peut-être qu'il faut trouver, je dirais, une façon de les intégrer l'une à l'autre. Il y a évidemment des enjeux en termes de compétences associées. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes compétences que vous devez développer si vous voulez participer à l'épanouissement humain ou si vous voulez participer au capital humain. Je crois qu'effectivement, dans une dimension qui est plutôt la mienne, qui est de considérer que l'éducation elle a pour vocation l'épanouissement humain, finalement, les compétences qu'on doit développer dans le système éducatif, elles sont radicalement différentes de celles qu'on développe aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à dire au XXIe siècle, finalement, ou en tout cas réutiliser les mêmes recettes qu'au XIXe et au XXe siècle. C'est-à-dire que l'espèce de tropisme sur les savoirs fondamentaux. Bien entendu que c'est important d'apprendre à lire, écrire, compter, mais je dirais que c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante à l'épanouissement humain. Et pour moi, il y a une vraie révolution à avoir dans nos systèmes éducatifs, parce qu'on voit bien qu'ils sont à bout de souffle. C'est-à-dire que quand on parle de crise des apprentissages, elle est réelle. On voit bien que les élèves sont de moins en moins motivés dans le système éducatif, qu'ils répondent de moins en moins bien aux grands défis qui se posent finalement à ces nouvelles générations, et qu'il faut arrêter d'utiliser des rustines et il faut réellement repenser en profondeur nos systèmes éducatifs, encore une fois en ayant cet exercice intellectuel de prospective, en se disant, voilà, quand un enfant rentre dans un système éducatif à 3 ans, quelles sont les compétences qu'il doit avoir une fois qu'il est sorti du secondaire à 18 ans pour pouvoir être armé, pour pouvoir s'épanouir du point de vue intellectuel, du point de vue socio-émotionnel, du point de vue professionnel dans sa vie d'adulte. Et je crois qu'aujourd'hui, nos systèmes éducatifs, ils font ça de façon, je dirais, le font assez mal, d'une certaine manière. Vous auriez un exemple de ces compétences ? On peut parler de compétences, par exemple, de coopération. Il est évident aujourd'hui que dans nos sociétés, apprendre à coopérer, c'est absolument fondamental. La complexité du monde dans lequel nous vivons nécessite finalement d'interagir les uns avec les autres, de pouvoir construire finalement des relations sociales apaisées, dans lesquelles on peut être tolérant de la différence de l'autre, parce que coopérer devient, je dirais, la condition même du succès collectif. Il faut coopérer dans le domaine, je dirais, professionnel, dans le domaine personnel, aussi pour finalement réussir à répondre aux grands enjeux qui sont par exemple le changement climatique. Tout à fait. Il y a aussi quelque chose que vous prenez beaucoup, c'est le fait d'apprendre à apprendre. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ça consiste ? Apprendre à apprendre, c'est finalement
pas une idée très nouvelle, hein. Il y avait déjà un certain nombre de chercheurs qui prenaient ça depuis assez longtemps. Il y a même un livre qui s'appelle Apprendre à apprendre, donc c'est pas nouveau d'une certaine manière. L'idée, c'est de dire si on construit un système éducatif construit dans le bon sens, ce qu'il commence à faire, c'est à finalement enseigner de façon extrêmement explicite comment apprendre. C'est-à-dire, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour apprendre. Et ces stratégies, elles sont globalement partagées par tous. Après, elles n'ont pas tout à fait les mêmes effets chez les uns et chez les autres, mais l'idée, par exemple, la façon dont fonctionne notre système de mémorisation, il est globalement partagé chez tous les individus. Le fait que plus on est concentré, mieux on va retenir d'informations, c'est partagé chez tous les individus. L'idée qu'effectivement, on a des émotions qui vont être extrêmement importantes dans les apprentissages, on ressent quand même des émotions. Quand on apprend, on ressent des émotions, par exemple le plaisir, effectivement, d'avoir acquis et d'être capable de mobiliser une nouvelle compétence, le fait de ressentir plutôt une émotion négative quand on vient de faire une erreur. Tout ça, c'est absolument fondamental pour nos apprentissages. Et je crois que dans l'apprendre à apprendre, il y a vraiment cette notion, de transmettre des stratégies efficaces d'apprentissage, et et ça souvent les enseignants le font un peu moins que d'enseigner des stratégies d'apprentissage efficaces, des connaissances. C'est-à-dire que c'est pas normal aujourd'hui qu'on commence finalement sa vie d'élève sans avoir des connaissances sur le cerveau. Parce qu'avoir des connaissances sur le cerveau, c'est aussi finalement avoir une clé de compréhension sur ces apprentissages. Et donc c'est ça finalement aussi, c'est de participer à un système éducatif qui permet réellement à toutes et à tous de réussir, parce qu'on sait bien que ces stratégies d'apprentissage efficaces, elles sont très inégalement réparties dans la population, parce qu'elles sont très dépendantes de votre milieu familial, parce qu'évidemment, si vous avez des parents qui ont fait des études longues, ils ont développé des stratégies d'apprentissage qui étaient sans doute assez efficaces, et qu'ils vont vous les expliciter, et en tout cas, vous les enseigner. Et donc tout ce qu'on laisse comme implicite dans les apprentissages, et notamment dans l'acquisition ou dans les apprentissages scolaires fondamentaux, finalement, ces implicites, ils construisent les inégalités éducatives observées aujourd'hui dans notre système éducatif. Est-ce que vous auriez des exemples de ces stratégies pour mieux apprendre ? Une des stratégies, en tout cas, sur laquelle nous, on travaille au laboratoire, c'est finalement ce qui relève, encore une fois, d'une notion qui n'est pas nouvelle, qui était très présente d'ailleurs dans les années, je reviens d'une conférence à des enseignants de SECPA qui me disaient, mais en fait, pendant tout un temps, nous, on a beaucoup travaillé sur la dimension de la métacognition, c'est-à-dire des processus d'autoréflexivité sur les apprentissages. Et puis ça s'est un peu perdu dans le temps, et nous on fait un pari au laboratoire, ou en tout cas on mène des expérimentations pour évaluer si c'est pertinent d'utiliser la métacognition au cours des apprentissages, notamment en maternelle, pour participer à la réduction des inégalités éducatives. Et donc la métacognition, c'est quoi en termes de stratégie ? Il y a 3 grandes stratégies métacognitives. Il y a la planification. C'est effectivement, avant de rentrer dans une activité, de faire réfléchir l'élève sur les stratégies qu'il peut utiliser au cours de cette activité. On peut prendre un exemple, c'est quand vous faites un puzzle, vous avez différents types de stratégies que peut utiliser l'élève. Il peut essayer faire par essai-erreur en commençant au centre du puzzle, ça marche généralement pas très bien. Il peut commencer par les bords et les coins, et généralement ça marche un peu mieux. Donc vous pouvez lui faire réfléchir sur les stratégies qu'il va utiliser dans cette activité. Et on voit bien que c'est une espèce d'autoréflexivité sur ces stratégies qu'il va utiliser au cours de l'apprentissage. Il y a ensuite, comme deuxième grande stratégie, superviser l'activité en cours. J'utilise une stratégie. Par exemple, j'ai essayé de commencer mon puzzle en commençant par le centre du puzzle, puis je vois que ça ne marche pas très bien, donc je vais changer de stratégie. Et puis la dernière chose, qui est effectivement extrêmement importante pour apprendre de ses erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend, hein. Notre cerveau fait des erreurs, corrige ses erreurs, c'est comme ça que finalement on va développer des compétences. C'est évaluer ce qu'on vient de produire. Parce que pour pouvoir finalement réussir à apprendre de mes erreurs, il faut déjà que j'ai conscience que je me sois effectivement trompé ou que je n'ai pas utilisé la bonne stratégie. Donc c'est ça qu'on essaye finalement d'enseigner aux élèves. Enfin, dit autrement, on essaye de former des enseignants à utiliser ce type d'approche métacognitive au cours de leur apprentissage, notamment du langage oral et des mathématiques, parce qu'on sait que des inégalités éducatives sont déjà présentes à la maternelle de ce point de vue-là. Vous en êtes où justement sur la formation des enseignants sur ce sujet ? Alors les enseignants, ils ont clairement un constat, c'est que effectivement le système éducatif ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. En gros, il n'arrive pas fondamentalement à réduire les inégalités éducatives. Et de ce fait-là, ils sont en recherche de solutions. Et ils expérimentent. Il ne faut pas du tout croire qu'on est face à des enseignants qui sont passifs par rapport à ça. Ils sont très actifs, ils ont plein de questions. Et donc, ils viennent chercher effectivement des solutions qui peuvent être des solutions relativement nouvelles. Il y a plein de choses qui ont déjà été essayées. On peut essayer de faire un peu plus de mathématiques, un peu plus de français. Bon, globalement, ça marche assez mal. Donc, c'est vrai que c'est aussi un paradoxe un peu de nos systèmes éducatifs. C'est qu'on a l'impression qu'ils recyclent des
solutions dont on sait qu'elles n'ont pas forcément qu'elles n'ont pas très bien marché dans le passé. Mais bon, outre cela, on voit bien qu'on a des enseignants qui, face aux difficultés qu'ils rencontrent, cherchent des solutions. Et donc, en termes de formation continue, on a plutôt beaucoup d'enseignants qui nous sollicitent. Moi, je fais très régulièrement des conférences pour les enseignants. J'en fais 2 à 3 par semaine dans l'ensemble des académies. Et je pense que c'est un enjeu pour les chercheurs d'aller présenter pas tant des solutions miracles. Nous, on n'a pas de solution miracle. D'autant que nous ne sommes pas des experts de la pédagogie. Hein. Nous, on est des experts finalement du développement cognitif et du cerveau qui apprend. Et donc, il y a un véritable enjeu justement à ouvrir un canal de communication entre nos communautés. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'on va de plus en plus loin dans nos recherches pour aller vers des recherches qui évaluent non plus simplement des interventions directement faites par des chercheurs auprès des élèves, mais effectivement des interventions qui visent à former des enseignants et réellement regarder ce que ça produit en termes de changement des gestes professionnels. Parce que c'est ça la difficulté. Et on le sait que c'est difficile. Hein. Est-ce que ces stratégies peuvent être apprises dès le plus jeune âge ? Je pense que c'est... d'une part, elles peuvent l'être. Et notamment sur la métacognition, c'est intéressant. Pourquoi finalement la métacognition elle a été moins utilisée ces dernières années ? Parce qu'il y avait une conception, je dirais, assez erronée qui était de penser que pour pouvoir développer une autoréflexivité par rapport à ces apprentissages, il fallait développer des structures logiques, comme le disait Piaget, qui soient suffisamment complexes pour pouvoir s'engager dans cette activité de réflexion sur ces apprentissages. Et ça, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'on voit effectivement des processus métacognitifs déjà chez les enfants de maternelle. Et donc, nous, notre réflexion, c'est de dire, si on a déjà des processus métacognitifs qui se mettent en place très tôt à la maternelle, c'est effectivement là qu'il faut essayer d'agir parce que on sait que quand on regarde les résultats des évaluations nationales, dès 6 mois après l'entrée en CP, vous avez déjà des inégalités dans le domaine de l'apprentissage de langage écrit. Donc il faut bien agir avant. En fait, je dirais la mère de toutes les batailles, c'est la maternelle. C'est-à-dire que c'est en maternelle qu'il faut transmettre de façon extrêmement explicite les stratégies d'apprentissage les plus efficaces, parce que si on arrive à armer tous les élèves avec ces stratégies d'apprentissage, on a peut-être une chance qu'effectivement il y ait moins d'inégalités éducatives qui se construisent au moment de l'apprentissage du langage écrit. Et on sait que c'est aussi ça l'enjeu, parce que si vous construisez des inégalités dans le domaine de l'acquisition du langage écrit, ensuite ça a des répercussions sur l'ensemble de vos acquisitions tout au long de votre scolarité. À ce sujet, moi je connais pas mal la pédagogie Montessori, et il y a notamment un point moi, qui m'intéresse et qui fait écho à ce que vous disiez, c'est à travers le matériel Montessori, notamment à la maternelle, l'enfant apprend par l'erreur. Qu'est-ce que vous pensez de l'apport de ces pédagogies alternatives sur le fait d'apprendre mieux ? Alors, ces pédagogies alternatives, elles sont intéressantes parce que je pense qu'elles ont pointé le doigt sur un certain nombre de mécanismes dont on sait aujourd'hui qu'ils sont absolument critiques pour les apprentissages des enfants et, de façon plus générale, des élèves au cours de leurs apprentissages scolaires. Et notamment, ce que Maria Montessori avait bien vu, c'est, d'ailleurs elle en parle, elle dit qu'il faut enseigner l'attention. Et effectivement, elle a raison, c'est un peu un paradoxe dans notre système éducatif. C'est-à-dire que je pense qu'en tant qu'élève, si vous prenez le nombre d'occurrences dans votre scolarité d'enseignants qui vont vous dire « mais enfin, soyez concentrés, soyez attentifs, on ne peut pas apprendre si on n'est pas concentré et attentif », certes, c'est vrai, sauf que personne ne leur a expliqué comment fonctionnait l'attention. Et personne n'a mis en place effectivement des situations d'apprentissage dans lesquelles on peut développer ce système attentionnel et ce système de concentration. Et donc je pense que là, il y a un véritable enjeu. C'est-à-dire que si on veut, et si on a identifié que l'attention était si importante pour les apprentissages, alors il faut explicitement développer ces compétences chez les élèves. Et la maternelle est un lieu absolument propice à développer ce type de compétences. De la même manière, quand Maria Montessori demande à des élèves finalement réguler leur comportement ou réguler leurs gestes moteurs pour pouvoir transvaser dans une toute petite tasse de l'eau avec une toute petite théière, évidemment, ce qu'on développe, c'est sa capacité d'autorégulation de ces comportements. Et ça, on sait qu'effectivement, apprendre le contrôle de soi, c'est aussi une compétence extrêmement importante pour tout le reste de notre scolarité, et voire même après notre scolarité. C'est un des prédicteurs, par exemple, de votre capacité à être en bonne santé, à ressentir du bien-être et à être épanoui professionnellement. Donc c'est ça l'enjeu en fait des nouvelles pédagogies. Ce qu'elles montrent, c'est finalement elles font la lumière. D'ailleurs un peu comme ce qu'on essaye les sciences cognitives,
ce sur quoi elles insistent, c'est ces processus transversaux qui sont communs à tous les apprentissages. Et ce qu'elles disent, c'est que c'est aussi ces mécanismes-là qu'il faut travailler. Alors oui, je sais, c'est les compétences du socle, mais dire ça, c'est pas suffisant. Il faut avoir du temps dédié dans les programmes pour pouvoir travailler ces compétences. Bien sûr. Vous parlez beaucoup des inégalités dans le fait d'apprendre dès le plus jeune âge. Ça me fait penser à la récente actualité éducative et notamment les décisions du gouvernement de créer des groupes par niveau pour l'apprentissage. Donc d'un côté les élèves moins bons et d'un côté les élèves meilleurs pour qu'ils apprennent mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis assez pragmatique de ce point de vue-là. J'essaie de regarder quelles sont les données qu'on a aujourd'hui sur ces dimensions. On sait que des groupes de niveau basés sur, je dirais, des données qui sont assez générales. Votre moyenne générale ne fonctionne pas. Alors, il y a des expérimentations qui ont été menées notamment en Angleterre par l'Education Endowment Foundation, et j'invite les gens à aller regarder ça. Et c'est très simple, il y a des graphiques qui déterminent le coût d'une mesure et ce qu'elle produise en termes d'apprentissage. Les groupes de niveau, les coûts sont assez importants parce que en fait, pour gérer les groupes de niveau, c'est un peu complexe. En plus, ça retire du temps finalement d'apprentissage parce qu'il faut soit c'est le même enseignant qui va faire ces différents groupes de niveau, donc évidemment, il ne va pas pouvoir être en interaction avec tous ses élèves en même temps, soit c'est différents enseignants, et donc c'est le coût d'une mesure, le coût de la mesure est extrêmement important. Et donc ce qui montre, c'est que ça coûte cher et ça produit très peu d'effets. Ensuite, il y a autre chose, il y a des groupes de niveau qui sont beaucoup plus variables, c'est-à-dire sur une notion spécifique, quand les élèves ont des difficultés, mais c'est ce qu'on appelle la différenciation pédagogique, on va effectivement créer des regroupements d'élèves en fonction des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans une notion spécifique. Et on voit bien qu'à ce moment-là, c'est très différent parce qu'on passe son temps à passer d'un groupe à un autre. Et puis, il y a peut-être une dimension que le gouvernement n'a pas suffisamment pris en compte, c'est que créer des groupes de niveau, c'est créer des hiérarchies sociales dans une classe, et que ces hiérarchies sociales, ça crée des phénomènes de stéréotypes associés, de phénomènes d'endogroupes et d'exogroupes, c'est-à-dire on va favoriser finalement les membres de son endogroupe et avoir des stéréotypes plutôt négatifs sur les membres de son exogroupe, le groupe auquel on n'appartient pas, et que tout ça, c'est pas forcément, ça va pas forcément participer à un climat scolaire apaisé dans les écoles, dont on sait qu'effectivement ça peut être une des questions. Donc je trouve que cette mesure, elle est encore une fois un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui nous dit il faut être pragmatique, il faut finalement avoir des décisions publiques qui soient basées sur des données probantes, et ça je suis plutôt assez favorable à cela, mais dans ces cas-là on n'instrumentalise pas la science. Si la science dit qu'effectivement les groupes de niveau ne fonctionnent pas, alors on ne met pas en place des groupes de niveau parce qu'on sait qu'effectivement ça ne fonctionnera pas. Oui, tout à fait. L'un des autres gros enjeux de ce que vous transmettez, c'est le fonctionnement du cerveau, et vous essayez d'expliquer dès le plus jeune âge comment il fonctionne. Quels seraient les grands enseignements à retenir pour les enfants pour qu'ils comprennent mieux comment fonctionne leur cerveau ? Je crois que l'enjeu pour les enfants, la première notion clé qu'ils doivent pouvoir acquérir sur leur cerveau, c'est que, leur cerveau se développe très longtemps, beaucoup plus longtemps finalement que tous leurs autres organes. On va avoir un cerveau qui va continuer à se développer jusqu'à 20-25 ans. Donc on a le temps. On peut toujours, effectivement, même si à un moment de sa vie, on n'a pas été très engagé dans ses apprentissages, on peut toujours finalement retomber sur ses pattes, développer des compétences qu'on n'a pas développées précédemment. La deuxième chose, c'est que notre cerveau reste plastique tout au long de notre vie. Ça veut dire quoi plastique ? Ça veut dire qu'il a cette capacité à transformer les connexions entre les neurones pour sous-tendre des apprentissages. Et ça, c'est absolument critique parce que rappelons-nous que les élèves ont des conceptions assez fixés de leurs apprentissages. C'est-à-dire que quand vous demandez à un élève, mais finalement, toi, tu penses que tu es comment dans telle ou telle matière, ils sont assez fixés sur le fait qu'ils sont soit bons, soit mauvais en mathématiques, ils sont soit bons, soit mauvais en français. Puis même, ils ont des explications qui sont finalement assez génétiques ou innéistes des apprentissages, parce qu'ils vous disent moi je suis mauvais en maths parce que maman ou papa était mauvais en maths, ce qui n'a aucun sens. On n'est pas mauvais en maths parce que alors ça peut s'expliquer par un environnement familial, mais en tout cas d'une certaine manière c'est pas une fatalité. Et donc il y a un véritable enjeu effectivement à expliquer ce développement cérébral et cette plasticité cérébrale, parce que ça change notre rapport
aux apprentissages. Et donc, on se dit qu'effectivement, si on fait des efforts, on peut effectivement développer des compétences. Et donc, je crois que ça c'est un véritable enjeu. Et puis, il y a aussi cette notion qu'à différents moments de la vie, notre cerveau fonctionne pas exactement de la même manière. On peut penser notamment à l'adolescence, cette notion qu'à l'adolescence, on va avoir effectivement certains systèmes dans le cerveau qui vont prendre le pas sur d'autres systèmes. Ici, je pense évidemment au système émotionnel, au système de la récompense, au système de la recherche du plaisir. Et ça explique en partie les difficultés qu'on peut rencontrer à l'adolescence, ou en tout cas les comportements qui sont les nôtres pendant l'adolescence. Et ça, je pense que c'est une clé de compréhension de soi-même qui est extrêmement importante, parce qu'ils sont très démunis quand même, les enfants, face à cette période de l'adolescence. Ils connaissent finalement pas grand-chose dessus, et ils ont beaucoup de stéréotypes négatifs associés à l'adolescence, parce que c'est quand même les stéréotypes que nous véhiculons en tant qu'adultes sur cette période de la vie. Donc c'est un peu ça, à mon avis, les enjeux clés de la compréhension du cerveau et de son développement. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'attention et la concentration, puisque j'ai l'impression que c'est quand même des gros enjeux de notre siècle. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ce sujet et qu'est-ce qu'on pourrait transmettre aux jeunes ? Leur dire déjà, dans un premier temps, que contrairement à ce qu'ils peuvent entendre dans un certain nombre de médias, ils n'ont pas une attention d'un poinçon rouge, ils ont à peu près les mêmes capacités attentionnelles que leurs parents. Notre capacité attentionnelle ne s'est pas effondrée ces 20 ou 30 dernières années. Par contre, effectivement, nous sommes dans un système et dans une société dans laquelle, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de rester concentré et de rester attentif. Parce que notre cerveau a un fonctionnement qui fait que être attentif, ça lui demande énormément d'efforts, que notre attention est en fait fonctionne sur un système on-off permanent, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à être attentif, pas attentif, attentif, pas attentif, qu'il faut engager beaucoup de ressources cognitives et de ressources énergétiques pour pouvoir rester attentif au cours du temps, et que dans le cadre de cette société, notamment cette société numérique, c'est très difficile de rester concentré. Donc il faut trouver des modalités effectivement pour se permettre d'avoir des temps de concentration où on peut rester focalisé sur une activité. Mais évidemment, c'est difficile parce qu'on a des sollicitations multiples, parce qu'on a aussi effectivement une tendance à passer beaucoup plus vite d'une activité à une autre, et ainsi de suite. Donc il y a un enjeu à comprendre les enjeux et les mécanismes de notre système attentionnel, et aussi les particularités de l'environnement dans lequel nous sommes, dans lequel c'est beaucoup plus difficile de rester concentré. Donc ça peut vouloir se dire effectivement qu'il faut avoir des stratégies qui sont peut-être efficaces de ce point de vue-là. On sait par exemple que se dire qu'on va réviser pendant 3 heures, c'est pas forcément la meilleure des situations, parce que très rapidement on va être au bout de nos ressources attentionnelles, et que donc peut-être que la véritable bonne idée, c'est de travailler 20-30 minutes, faire une petite pause. Comme on est très soucieux de tout ce qui a pu arriver dans le monde entier, quand on a posé notre téléphone pendant 30 minutes, on regarde son téléphone de 3 minutes, et puis on se réengage dans l'activité. Et ça, on sait qu'effectivement, c'est sans doute plus efficace. Ça, c'est du côté, je dirais, élève ou enfant. Et puis du côté adulte, enseignant, ça veut dire aussi mettre en place des stratégies pédagogiques dont on sait qu'elles vont être favorables à maintenir l'attention des élèves. Typiquement, ça peut être le fait de leur poser des questions de façon régulière dans un cours. On sait que ça réengage l'attention des élèves. Ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans vos ouvrages, c'est que vous dites aussi que le multitâche est un peu un leurre et qu'il faut arrêter d'aller là-dedans pour apprendre. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis simplement qu'effectivement, les données, elles sont assez claires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'engage dans plusieurs activités en parallèle, on est toujours un peu moins bon que si on s'engage dans une seule activité. Qu'il y a effectivement un peu un mythe qu'on a tous, qu'on pense qu'on peut suivre une conférence, en même temps envoyer des SMS et en même temps parler avec son voisin. Ce n'est pas le cas. Mais si vous voulez convaincre les élèves qu'il faut rester concentré sur ce que vous êtes en train de leur raconter dans une séquence pédagogique ou dans un cours, je pense que c'est important de leur faire prendre conscience de cela, parce qu'ils ont effectivement l'impression qu'ils peuvent le faire. Parce que par exemple ils le font quand on s'engage dans 2 activités dont l'une est très automatisée, on arrive à peu près à faire 2 activités en parallèle. On peut globalement marcher et en même temps parler à quelqu'un. Mais en fait, si je regarde effectivement la façon dont vous parlez et la façon dont vous interagissez avec quelqu'un quand vous êtes en train finalement d'avoir une autre activité qui vous prend un peu plus de ressources, on voit que ça marche un peu moins bien. D'ailleurs, on le voit bien, je veux dire, vous n'arrivez pas à parler avec votre voisin en cours et en même temps suivre ce que raconte l'enseignant. Donc il y a un véritable enjeu à leur faire prendre conscience des limites justement de leur système attentionnel. Et je pense que la meilleure des façons de le faire, c'est justement d'être mis en situation. Et donc je pense qu'effectivement, faire des petites tâches de psychologie pour faire prendre conscience de ça aux élèves, c'est une très bonne façon finalement aussi de leur permettre
d'avoir une certaine forme d'autoréflexivité par rapport à ça. Bien sûr. En tant que spécialiste du cerveau, comment est-ce que vous observez le développement de l'intelligence artificielle ? Je suppose qu'on vous en parle beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur pour le processus d'apprentissage des jeunes ou au contraire, est-ce que vous y voyez une opportunité de modification de la façon d'apprendre des enfants ? Je pense que fondamentalement, la révolution numérique a eu lieu. Donc cette idée qu'on va pouvoir aujourd'hui, ou qu'il faudrait interdire les écrans à l'école, ou que l'intelligence artificielle devrait être bannie d'un certain nombre d'outils qui sont utilisés aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il y a un principe de réalité, cette révolution elle a eu lieu, les IA génératives sont là, et en fait le véritable enjeu c'est que c'est effectivement un enjeu pédagogique et éducatif, comment on apprend à se servir de ces nouvelles technologies. Si vous prenez ChatGPT, c'était effectivement frappant de voir que la première réflexion du monde éducatif était de dire comment on va faire pour détecter que les élèves n'aient pas utilisé ChatGPT pour faire telle ou telle activité en classe. Je pense que c'est tout à fait la mauvaise façon de regarder la problématique. C'est plutôt de se dire comment on apprend effectivement à ses élèves à utiliser ChatGPT et à en détecter toutes les limites, parce qu'il a énormément de limites. Je vais vous donner une petite anecdote. Dernièrement, on utilisait ChatGPT avec un collègue pour essayer de faire une grille de correction sur un sujet que nous avions proposé à des enseignants, et on lui disait « Est-ce que tu peux faire une grille de correction sur 20 ?» Et en fait, ChatGPT ne sait pas compter. C'est-à-dire qu'il nous a donné une première grille de correction sur 18, ensuite sur 23, ensuite sur 19. Et à la 4e occurrence, il a fini par réussir à faire une grille de correction sur 20. Tout ça pour vous dire que, évidemment, ChatGPT a des limites. Évidemment, ces algorithmes d'intelligence artificielle ont des biais. Et que c'est peut-être là-dessus qu'il faut faire réfléchir finalement les élèves, c'est-à-dire de leur faire prendre conscience de toutes les limites de cette intelligence artificielle. Et puis, de façon plus collective, de se dire, mais si ces intelligences artificielles nous permettent finalement de prendre en charge un certain nombre finalement d'activités qui étaient des activités que nous produisions avec notre intelligence humaine, qu'est-ce qui fait de nous des humains ? Qu'est-ce qui est propre à de l'intelligence humaine et quelles sont les compétences justement qu'on doit développer aux élèves pour prendre en charge ces intelligences artificielles. Et je crois que ça ne relève pas forcément du codage. Ça relève peut-être finalement de questions éthiques, de questions effectivement de comment j'arrive à détecter les biais. Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle peut faire ? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire ? Qu'est-ce qui relève de l'acceptabilité des solutions offertes par ces algorithmes et qu'est-ce qui effectivement fait chez nous humains le fait que parfois on est effectivement pas du tout d'accord avec les solutions proposées par une intelligence artificielle. Donc je crois que c'est un peu ce qu'on disait au début de cette discussion. On est dans un monde qui évolue et l'école doit évoluer finalement aussi pour développer des compétences chez les élèves qui leur permettent d'appréhender le monde dans lequel ils vivent. Et cette espèce de fantasme qu'on va maintenir notre école comme elle l'était il y a 50 ans, ça a vraiment peu de sens. Ouais. Est-ce que selon vous, c'est la fin de la mémorisation et de l'apprentissage des cours par cœur comme on a l'habitude de faire avec la révolution qu'entraîne notamment ChatGPT ? Je ne suis pas tout à fait persuadé de ça. Je crois qu'effectivement, on peut se dire, et légitimement les élèves peuvent se dire qu'ils n'ont plus besoin d'acquérir des connaissances. Parce que finalement, et ce n'est pas totalement faux, aujourd'hui on a accès à toutes les connaissances qui ont été créées en quelques centaines de millisecondes si on fait les bonnes recherches. Et donc il y a un enjeu à développer des compétences pour interroger de façon intelligente ces intelligences artificielles, ou en tout cas de façon pertinente. Pour autant, la difficulté qui se pose aujourd'hui, pour nous, système cognitif humain, c'est précisément d'évaluer ce que nous proposent ces intelligences artificielles, c'est-à-dire le degré de véracité des informations auxquelles nous sommes exposés et des connaissances qu'on nous propose, ou les connaissances finalement qui vont nous être proposées, ou les résultats de nos recherches via des moteurs de recherche classiques ou ces algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, pour pouvoir faire justement cette évaluation du résultat de ces recherches, on a besoin d'avoir un système de connaissances établi. Et donc, on a besoin encore d'avoir finalement des référents, c'est-à-dire des enseignants, qui nous disent, voilà, du point de vue des connaissances, voilà quels sont les faits. Et ils peuvent s'opposer à des opinions qui pourraient être générées notamment par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc je crois qu'au contraire, on est dans une société dans laquelle on n'a jamais eu autant besoin d'avoir des connaissances pour pouvoir justement juger la véracité des informations auxquelles on est exposé sur
ces réseaux sociaux, sur Internet et ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez des systèmes éducatifs dans le monde qui commencent déjà à bien s'adapter à toutes ces révolutions ? Alors, il y a des systèmes éducatifs dans lesquels, par exemple, force est de constater que les matières jouent un rôle beaucoup moins important qu'en France. C'est-à-dire que vous allez dans des pays du nord de l'Europe, notamment au Danemark, par exemple, vous avez effectivement un tropisme qui est beaucoup moins important sur les matières. C'est-à-dire qu'on considère que finalement, il y a des grands sujets, qu'on peut les aborder avec justement des entrées disciplinaires très différentes. Ça n'empêche pas qu'ils développent des compétences en mathématiques, en sciences physiques, en biologie, en français et ainsi de suite. Mais effectivement, ils le font de façon moins cloisonnée que dans notre système éducatif. Ceci étant dit, je rappelle que finalement, essayer d'importer des solutions de l'étranger dans un système éducatif, c'est très complexe. Ça ne marche pas très bien en fait. Il va falloir trouver notre solution française. Parce que les systèmes éducatifs, ils sont très culturels, ils sont très historiques aussi. Je veux dire, si on choisit d'enseigner telle ou telle discipline, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on nous rabâche cette idée des apprentissages scolaires fondamentaux, finalement, on pourrait très légitimement se poser la question de savoir mais pourquoi il faut plus, par exemple, apprendre de l'histoire-géographie que de la philosophie, que de la sociologie ou que de la psychologie. C'est-à-dire que si vous prenez en fait les compétences, elles sont toutes importantes. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas connaître son histoire et sa géographie. Je dis simplement que ça relève finalement de choix qui sont des choix historiques et qui relèvent de notre culture. Et donc, effectivement, il va falloir trouver notre solution française aux problématiques qui se posent à notre système éducatif. À ce sujet, qu'est-ce que vous pensez des rapports PISA ? Je pense que PISA, c'est intéressant, non pas parce que parce qu'il révèle finalement de notre niveau, mais parce qu'il révèle de nos inégalités éducatives. Et je suis très surpris de voir que sur PISA, on passe beaucoup de temps à commenter notre niveau en maths qui se serait écroulé, ou notre niveau en compréhension de l'écrit qui se serait écroulé, mais très peu de temps finalement à rappeler que nous sommes l'un des systèmes de l'OCDE, ou en tout cas des pays de l'OCDE, dans lequel les inégalités éducatives sont les plus fortes. Et PISA, c'est à 15 ans, donc d'une certaine manière, on est au bout de notre système éducatif, en tout cas pour ce qui relève du secondaire. Et je crois que ça dit quelque chose là-dessus, donc c'est important d'avoir ça en tête, et que c'est vrai que ça permet de faire de la comparaison entre des systèmes éducatifs. Mais il y a plein d'autres choses que doivent faire les systèmes éducatifs. Typiquement, si vous prenez certains systèmes éducatifs, ils sont très bons à PISA, mais si vous regardez le bien-être des élèves, il n'est pas forcément en adéquation avec les résultats à PISA. Et c'est aussi un enjeu, le bien-être des élèves ou le bien-être scolaire des enfants et des adolescents. Donc je pense qu'en fait, ce n'est jamais qu'un indice parmi d'autres qu'il faut prendre pour piloter un système éducatif. Et la dernière chose, c'est que finalement, il faut faire attention. C'est-à-dire que si notre objectif, c'est d'avoir des meilleurs résultats à PISA, je rappelle que c'est une vue assez court-termiste, parce qu'encore une fois, un enjeu d'un système éducatif, ça n'est pas de faire réussir les élèves dans notre système éducatif. C'est de les faire réussir une fois qu'ils sont sortis du système éducatif. Donc c'est ça, il va falloir réussir à intégrer les données de PISA à des données qui sont des données de réussite éducative, qui ne sont pas forcément basées sur la réussite scolaire. Merci beaucoup Grégoire. J'ai une dernière question rituelle dans le podcast. Comme vous le savez, il s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Je leur souhaiterais de développer des compétences qui leur permettront de s'épanouir en tant qu'adultes et de potentiellement trouver finalement des solutions aux grands défis qui se posent pour nos sociétés, parce que soyons assez modestes, notre génération a échoué, comme les générations précédentes, à trouver des solutions, notamment au changement climatique, probablement à l'émergence maintenant de ces intelligences artificielles, et notamment de ces intelligences artificielles génératives, et que finalement, la vraie question que nous devrions nous poser collectivement, c'est pas tant quel sera le monde que nous laisserons aux enfants, mais quels seront les enfants que nous laisserons au monde de demain. Merci beaucoup Grégoire pour votre temps. Je vous invite tous à découvrir ces ouvrages. Alors il y en a beaucoup. Moi j'ai lu les suivants que j'ai adorés. Il y a C'est pas moi, c'est mon cerveau, pour enfin comprendre ce qui se passe dans la tête d'un ado des 10 ans. Super ouvrage à mettre dans les mains de tous les jeunes. Et il y a aussi Le cerveau et les apprentissages, coécrit avec Olivier Houdet, que j'ai également adoré. Merci beaucoup Grégoire. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir
et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.